En fait, je voudrais remercier Élise et Isabelle pour m'avoir permis de venir et présenter. Je suis très heureuse de venir présenter ici parce que, en fait, le texte auquel je m'intéresse, c'est le texte de Sola Morales, Ignacio de Sola Morales, qui s'intitule Le terrain vague. Et ce texte a été présenté en premier au Canada, au CCA, à Montréal. Alors, c'est un peu pour moi comme si on renferme le cercle. Je suis en train d'écrire ma thèse pour l'instant. Je suis à moitié dedans. C'est pour ça c'est pas fini, c'est pas un travail fini. Je suis en train encore d'écrire le 4e et 5e chapitre. Ma thèse ça s'intéresse strictement sur le texte d'Ignacio de Sola Morales en premier. En tant que premier chapitre, ça m'intéresse de voir le texte comme si c'était un bâtiment tout seul. Du texte, je m'élargis pour voir les références qui sont dans le texte, pour comprendre d'où vient ce texte et qu'est-ce qu'il représente et ce dont il parle vraiment. Et puis, dans le 3e, 4e et 5e chapitre, c'est plutôt un élargissement d'un petit texte qui est dans les années 90 pour parler de la réception du texte et comment ça a été entendu par plusieurs directions et comment ça devient dans les années 2000, comment ça a été reçu et comment c'est encore utilisé pour l'instant. Et je m'excuse un petit peu parce que c'est la première fois que je présente en français. J'écris en anglais d'habitude, alors c'est un peu difficile de traduire tout dans ma tête. Alors là, c'est comme je viens d'expliquer, c'est le premier et second chapitre qui parle du texte du terrain vague, comment il a été présenté et comment dans le contexte du Any Place Conference au CCA où ça a été en premier présenté. Et puis oui, les 3e, 4e et 5e chapitres. En fait, je situe le terrain vague dans ma thèse entre les processus d'intervention et les processus de perception. Et j'essaie de comprendre comment ce texte arrive à mettre une notion comme le terrain vague, il arrive à établir comme le texte de terrain vague d'Ignacio de Sola Morales est perçu dans le domaine de l'urbanisme et l'architecture comme si c'était la Bible pour cette notion. Et chaque fois qu'un architecte ou qu'un urbanisme veut parler de terrain vague, il y a toujours Ignacio de Sola Morales qui est présenté en premier. Et c'est présenté de deux manières. C'est présenté soit comme un outil d'intervention ou comme un outil de perception. Juste pour dans la recherche, c'est plutôt pour percevoir, pour comprendre la place du terrain vague dans la ville. Et parfois, quand en processus d'intervention, c'est les architectes qui prennent le texte comme un outil pour intervenir. Et parfois, les deux, c'est pas un ou l'autre. Il y a assez souvent où il y a les deux qui sont ensemble. En premier, j'essaie de situer la notion comme faisant partie d'un amalgame de notions qui sont tous liés avec de différentes connotations, parfois péjoratives, parfois positives. Et le terrain vague fait partie d'une plus grande histoire. Alors, ça commence pas avec Ignacio de Sola Morales, ça commence pas dans les années 90, mais la notion, la terminologie terrain vague, comme elle est entendue en architecture maintenant, c'est plutôt comme Ignacio de Sola Morales l'a expliqué. Mais il y a par exemple la notion d'interstitiel qui est strictement liée au terrain vague. Il y a aussi les paysages de triangulation, comme expliqué par Gilles Doron, par exemple. Et chacune de ces terminologies explique une autre manière de voir les espaces indéterminés. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'essai. Alors, l'essai d'Ignacio de Sola Morales, ça a été publié plusieurs fois. Les gens pensent que la première fois que ça a été publié, c'est à travers le CCA, à Any Place, mais en fait, ça a été présenté en italien au Triennale di Milano en premier, en 1994. C'est un peu l'histoire de l'essai. Alors, 1994, ça a été publié, présenté à Any Place aussi en 1914, et puis
1995, ça a été publié dans Anyplace. Je ne sais pas si vous connaissez Anyplace. Il y a comme une Anyone, ça se dit corporation. Oui, Anyone Corporation, c'est un groupe qui était très influential, oui, dans les années 90 pour les architectes, et ça, ils ont fait des conférences partout dans le monde entre 1991 et 2000, et ces présentations, ces conférences ont été très importantes pour l'architecture parce qu'ils ont presque pas défini, mais ils ont orienté toutes les discussions théoriques dans l'urbanisme et l'architecture durant plusieurs années, et il y avait beaucoup de gens qui étaient très importants dans le domaine, genre Rem Koolhaas, Ignacio de Sola Morales, Peter Eisenman, Arata Isozaki, et plein de gens qui étaient impliqués. Et à travers ces conférences, le thème du terrain vague, comme vu dans ce domaine, a été vraiment bien reçu. Et c'est pour cela que Ignacio de Sola Morales a pu le présenter et le représenter, le publier plusieurs fois, et même jusqu'à maintenant, c'est encore publié en coréen, en vietnamien, en plusieurs langues. Je commence ma thèse en expliquant c'est quoi le texte en tout seul, comment c'est structuré, de quelle façon c'est présenté, comment la narration est dans le texte, et comment la notion de terrain vague a été présentée pour la première fois dans les années 90 d'une façon assez structurée, de cette façon assez structurée. Et j'essaie d'expliquer comment l'organisation du texte, ça ressemble plutôt à un conte de fées que à un texte assez rigide. Alors, on sait d'après les archives d'Ignacy et d'après les gens qui sont autour, d'après les interviews avec les gens, que Ignacy a été très influencé par Walter Benjamin et par Gilles Deleuze et Émile Plateau. Et on voit ça très facilement dans l'essai parce que c'est écrit comme si c'était un mille plateaux de références qui, à première vue, ne sont pas reliés. Alors, il commence par parler de la photographie, et puis il passe de la photographie à parler de la psychologie, il passe de la psychologie à parler de l'architecture, l'urbanisme, et à la fin, il met le rôle de l'architecte en question. Et il redemande c'est quoi le rôle de l'architecte. Et la fin du texte explique d'une façon très vague comment agir sur le terrain vague. Et ces 1000 plateaux de référence semblent à première vue pas non liés, mais en fait pour le second chapitre de ma thèse, je me suis retardé pour expliquer, pour comprendre chacune des références qui sont dans le texte. La première référence qui vient en premier, c'est la référence à Marcel Duchamp et l'art et la pièce d'art qui est 3 stoppages et talons. Et ça a été seulement présenté en Italie à la première fois que le texte a été présenté. Et à première vue, les surréalistes et Marcel Duchamp n'ont rien à voir avec le terrain vague. Mais quand on voit comment les références dans le texte et les premières références de la photographie et comment Marcel Duchamp est présenté en premier plan avant de présenter le terrain vague, on peut comprendre que le côté surréaliste est en fait présent en sous-plan, en arrière-plan dans le texte. Et puis la seconde référence, quand c'est présenté au CCA, en faisant partie du Anyplace, ce n'est plus les surréalistes qui sont en premier plan, mais c'est les photographies de Hans Zimmermann. Et on peut voir dans les archives du CCA à Montréal que c'est pas Ignacio de Sola Morales qui a choisi cette référence, mais c'est plutôt le groupe de Anyplace avec Cynthia Davidson qui a décidé que la meilleure façon de présenter photographiquement le terrain vague, c'est à travers les photographies de Hans Zimmermann.
Et puis ça pose de nouvelles questions. Comme pourquoi est-ce que Berlin et les transformations de Berlin sont mis en premier plan? Pourquoi cette photographie est la première photographie qui est présentée et l'unique photographie qui est présentée dans le texte publié en 1995? En fait, ça présente une autre façon de percevoir le terrain vague dans les années 90, parce que dans le Anyplace Corporation, durant ces années, il y a des cités spécifiques qui ont été importantes pour le groupe, et les transformations de Berlin durant ces années a été un point assez définitif pour ce Anyplace Conference qui essayait de se positionner d'une façon interdisciplinaire, mais internationalement aussi. Alors c'est pas seulement les États-Unis, c'est pas seulement le Canada, c'est pas seulement Detroit, mais c'est aussi Berlin, c'est aussi Barcelone, les transformations de Barcelone dans les transformations post-olympiques de Barcelone après les années 1090. Oui, alors Berlin ressurgit assez souvent en parlant du terrain vague de ce point de vue. Mais aussi il y a Beyrouth, et c'est une des références aussi, Gabriel Basilico, qui sont présentes dans le texte d'Ignacy. Et puis il y a aussi les photomontages des années avant les années 90, les photomontages de Paul Citroën qui remontent aussi l'histoire, la préhistoire du terrain vague comme vu de Ignacy de Sola Morales. Avant Ignacy de Sola Morales, il situe et même avant de parler du terrain vague, il situe la notion en relation avec la période post-guerre qui est présentée à travers ces photomontages de Paul Citroën. Et ça relie les idées d'Ignacy de nouveau avec les idées de Walter Benjamin, avec l'idée d'une cité qui est fragmentée, avec l'idée d'une cité qui n'est pas homogène, qui n'est pas structurée, où le terrain vague c'est comme des fissures, des fragments qui font partie d'une constellation de fragments. Et de cette manière de voir la cité, le terrain vague fait partie d'un groupe d'espaces qui font partie du tissu de la ville. Et en même temps, avec ça, j'aimerais me poser un peu sur Man Ray et la photo du terrain vague qu'il a monté. En fait, je pense que c'est à ce moment-là, avec Man Ray, où c'est la première définition, ouais, merci. C'est la première définition photographique qui est strictement liée à Ignacy de Sola Morales et sa définition du terrain vague. Parce que je pense que dans cette photographie, bon, c'est pas une photographie, c'est dans cette pièce, disons, que toute la définition de terrain et de vague connotée par Ignacy dans son texte, qui ressurgit toute cette idée de terrain, de matérialité, mais en même temps de vague, et la double connotation de vague en tant que vague positive et vague négative. Et je suppose que Man Ray, je ne sais pas à ce moment-là comment il percevait le terrain vague, mais c'est sûr que Ignacy de Sola Morales savait à propos de cette photographie. En fait, je parle beaucoup d'Ignacy, mais je n'ai pas présenté le professeur. La présence de l'auteur dans le texte est assez importante, parce que c'est à travers le fait que Ignacy était entre le monde européen et le monde américain, disons, que la notion de terrain vague est expliquée entre ces deux mondes, que les références dans le texte sont aussi expliquées entre ces deux mondes. En fait, la présence d'Ignacy dans Barcelone n'est pas aussi importante que sa présence en tant que professeur partout en Europe et aussi aux États-Unis à Princeton. Il était assez lié à Princeton, Peter Eisenman et Etienne Davidson, mais il était aussi
lié avec le Canada et Montréal, c'est pour ça qu'ils ont présenté au CCA. Mais d'un autre point de vue, c'est la double formation d'architecte et de professeur d'Ignacy qui montre que l'interdisciplinarité du texte de Terrain Vague est assez importante pour comprendre. Je vais pas tout expliquer, mais c'est ce que j'essaie de montrer, la liaison entre l'auteur, l'essai et la notion, d'un point de vue. Et puis d'une plus grande perspective, c'est le contexte, mais aussi il y a le contexte des années 90 que je viens d'expliquer, mais il y a aussi des différents événements qui sont passés dans les années 90 qui ont aussi altéré la notion de terrain vague et comment ça a été vraiment présenté dans les premières années de sa création dans le monde de l'architecture et de l'urbanisme. J'ai expliqué un peu sur tout ça, mais aussi il y a des projets qui sont faits durant cette période qui ont aussi poussé la notion de terrain vague à être aussi importante pour les architectes. Et l'un des projets, c'est Melon Sénard avec Rem Koolhaas, qui a vraiment remis en question l'idée du vide, l'idée du nothingness. Et il y a aussi des thèses qui ont écrit il y a aussi des thèses qui ont été écrites sur la notion du vide qu'on peut voir à Lausanne, qui font référence à ce projet. Alors, retournons à l'idée de perception et intervention. La dernière partie de ma thèse parle de comment le texte d'Ignacy a été reçu dans les années 2000. Après avoir été reçu dans les années 90 comme un élément, un outil entre perception et intervention, ça a été aussi transformé dans les années 2000 jusqu'à maintenant pour comprendre cet outil qui est en même temps important pour comprendre la ville mais aussi y intervenir. Et j'essaie de mettre toutes ces références pratiques mais aussi théoriques dans un j'appelle ça grayscale, je ne sais pas comment traduire en français, une échelle de gris, disons. L'idée c'est de montrer que le système d'intervenir et de percevoir le terrain vague, ça va du plus noir au plus blanc, et il n'y a pas de positif ou négatif dans ce grayscale, c'est plutôt une façon de comprendre comment ces interventions peuvent être compris comme un ensemble. Et il y a différentes façons de prendre le texte comme outil maintenant, et je suppose que les autres terminologies qui sont aussi liées au terrain vague ont été remises en question à travers le terrain vague. Genre les espaces interstitiels est remis en question à travers le terrain vague. Les idées d'échelle, c'est quoi le terrain vague en tant qu'échelle, c'est quoi l'interstice en tant qu'échelle. C'est assez souvent perçu, par exemple, que l'interstice c'est une échelle plus petite dans la ville, alors que le terrain vague c'est perçu comme une échelle plus grande en dehors de la ville, alors que c'est pas le cas quand on retourne à la définition d'Ignacy et quand on retourne à la façon dont ça a été compris dans les années 90. Mais dans les années 2000, quand on voit les différents intérêts pour l'instant, ça change entre ça va plutôt de comprendre le terrain vague comme un espace général pour entrer à une échelle plus petite où l'interstice est plus compris comme une échelle plus petite. Mais bon, théoriquement parlant, c'est pas juste, mais en tant qu'intervention, c'est comme ça qu'on voit que c'est assez souvent utilisé. Alors, pour comprendre cette échelle, il y a, je situe 3 types d'intérêts. Il y a l'intérêt pour le thème qui va de la théorie à l'intervention, mais il y a aussi un intérêt interdisciplinaire où des artistes interviennent sur. Je vais pas m'attarder sur cette partie parce que je pense qu'on va voir après. Mais il y a aussi un intérêt interdisciplinaire et un intérêt activiste
Pour moi, ça m'intéresse le plus l'intérêt activiste parce que ça met en question comment les architectes peuvent surmonter leur rôle d'architecte qui a été prédéfini, et pour comprendre une autre façon de voir l'architecture où l'architecte n'est plus le maître de la situation, mais plutôt un organisateur de fonctions, un organisateur de pouvoir entre différents stakeholders. Et alors, c'est ça. Merci.